Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Florent Philippot car il y a du nouveau dans l'affaire Jeffrey Epstein en France et ça c'est une bonne nouvelle. Mais juste avant bien sûr d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Facebook, X, Instagram, TikTok. Voilà, j'ai besoin de votre soutien. Et puis n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne, à soutenir mon travail et puis à me rejoindre tout simplement sur Patreon. Vous avez du contenu exclusif sur cette plateforme et c'est un excellent moyen bien sûr de me soutenir et je remercie tous les donateurs sur Tipeee, sur YouTube, c'est grâce à vous que je peux continuer, merci infiniment. On regarde l'extrait et on en parle juste après. La justice française démasquée et même au-delà de la justice tout un système de connivence avec des révélations. On exige évidemment une commission d'enquête en France, y compris sur l'instruction judiciaire avec convocation de magistrats instructeurs, on va y revenir. Révélation sur la justice française, grand entretien qui est passé totalement inaperçu, pas ici. Sorti ce 17 mars, c'est tout récent, dans Ouest France, le titre « Affaire Epstein ». Qui l'instruction pouvait-elle déranger pour s'arrêter après le suicide de Brunel ? Se donner la mort. C'est un mot interdit sur YouTube, donc on va pas trop le dire. Le chapeau dit tout. Le chapeau de cette enquête dit tout. Je vais déjà vous le lire. Il est court. François-Xavier Cauzan, c'est lui qui sera interviewé, est l'un des 5 avocats mandatés par l'association Innocence en danger pour les victimes de Jean-Luc Brunel en France. Il livre un regard sans concession sur les zones d'ombre de l'instruction française. Il dénonce un système qui semble avoir préféré le silence à la vérité, alors que les pièces de la procédure Brunel close en 2022 leur ont été parvenues seulement la semaine dernière. Avec déjà une première question, une seconde question, une deuxième question du journaliste qui disent, et les réponses qui disent beaucoup de choses. Je vous cite. Question. La France est au cœur de l'affaire Epstein. Et oui. Et pourtant, on a l'impression que l'instruction piétine. La justice coopère-t-elle avec les avocats des victimes ? Il répond. On a enfin reçu des CD de procédure en fin de semaine dernière. On va tout exploiter cette semaine et on se voit dans une dizaine de jours avec les 4 autres avocats mandatés par Innocence en danger pour tout pointer. Le confrère qui a réceptionné les CD m'expliquait qu'il y avait des fichiers qui semblaient un peu endommagés. Tiens, il va falloir qu'on épluche tout dans le détail pour voir ce qui nous a effectivement été transmis. Ce serait dommage qu'il y ait des dossiers endommagés. Alors le journaliste relance. C'est surprenant que vous découvriez ces pièces seulement maintenant, non ? Réponse. Disons que ça manque un peu de spontanéité. Alors, il va d'ailleurs ensuite, ça va ensuite beaucoup plus loin dans les accusations, notamment en lien avec l'épisode de Jean-Luc Brunel, complice d'Epstein, qui se serait donné la mort lui-même en prison française. Alors je cite, vous allez comprendre. Question. Jean-Luc Brunel s'est donné la mort en prison en février 2022 et l'action publique s'est alors arrêtée, alors que les témoignages de victimes sont nombreux. Pour vous, c'est une anomalie ? Réponse. Moi, je ne suis pas complotiste dans l'âme. Mais il y a une certitude. L'instruction avait concerné Brunel, mais malgré tout, il ne fallait pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que c'était beaucoup plus large. Ce ne sont pas des faits isolés imputables à un seul individu. C'est une méthode, c'est un mode de fonctionnement, c'est machiavélique. C'est construit, c'est structuré. Pourquoi l'instruction a-t-elle pris fin avec la mort de Brunel ? On a tous compris qu'indépendamment de cet événement, elle aurait pu se poursuivre contre X pour terminer d'exploiter ce qui avait déjà été exhumé. J'ai l'impression que la mort de Brunel, ça a été l'occasion qui a fait le larron pour clore une instruction dérangeante. Alors de là à penser que peut-être il ne se serait pas lui-même donné la mort en prison, oh là là, en française comme Epstein, en prison américaine, et tant d'autres dans ce dossier, si vous avez suivi, on nous dira vous êtes complotiste. Enfin, on a le droit quand même de se poser la question. En tout cas, elle semble être sous-entendue dans ses réponses. Alors des noms manquent par ailleurs, je cite. Question. Dérangeante pour qui on cite des noms comme Jack Lang ou Olivier Colomb, mais rien qui semble faire trembler l'État. Réponse. Ou alors on n'a pas tous les noms. Déjà au stade de l'instruction, il y avait des noms manquants, qui ne sont plus un scoop depuis les fichiers américains comme Bill Gates ou Woody Allen, qui apparaissaient déjà sur le territoire national français. Est-ce que ceux qui ont instruit l'affaire à l'époque n'ont pas voulu se mouiller plus que ça ? Maintenant que la machine est relancée, on ne va pas lâcher. Et il ajoute, c'est un peu Fort Boyard. Il y a une multitude d'obstacles pour traverser la pièce. Il parle ensuite, je cite, d'un réseau où tout le monde se tenait. Je cite.
Le système Epstein, c'est un étau, une escarcelle dans laquelle vous tombez et vous ne ressortez pas. Tout le monde était imbriqué. À partir du moment où vous approchez le fonctionnement et que vous y participez, même de loin avec une coupe de champagne à la main, vous étiez susceptible d'être montré du doigt. Tout le monde se tenait à un moment ou à un autre. On ne se trompe pas quand on parle d'un réseau tentaculaire. Alors ils vont aller notamment sur le domicile parisien, le fameux 22 avenue Foch de Epstein, qui était si central et qui était une de ses résidences principales en fait. Donc je vais citer un extrait là-dessus. Question. On sait qu'Epstein filmait tout dans son appartement à Paris pour faire chanter ses invités. C'est ce qui explique ce silence de plomb. Réponse. Il y a plusieurs choses. Quand vous avez des gens extrêmement puissants qui ont accès à tout, ils n'ont plus de rêve au sens premier du terme. Pour être exaltés, ils ont besoin d'aller chercher quelque chose d'illégal parce que c'est excitant. C'est infernal. Hein. Je continue. Voilà pourquoi on retrouve autant de personnes influentes. Derrière, vous avez des gens prêts à tout pour approcher ce milieu. Et d'autres qui ferment les yeux parce qu'ils ont une relation financière avec Epstein. On accepte de ne pas être trop regardant pour une soirée, pour avoir 20 minutes avec X ou Y. Vous n'êtes pas forcément un délinquant sexuel, mais vous étiez dans un milieu qui laisse planer le doute. Si vous et moi, demain, nous allons dans ce type de soirée et qu'on voit des gosses de 12 ans dénudés, normalement, on appelle la police. Ceux qui ne l'ont pas fait avaient un autre intérêt, souvent financier. Quel monde, quel monde, quel monde. Des gosses de 12 ans. Faire pression car aujourd'hui encore, on nous dit dans cette interview, la justice française fait semblant, je cite. Dernier extrait que je cite de cette enquête très importante. Question. Pourtant, malgré ces évidences, vous dites que l'enquête ne bouge pas vraiment depuis la désignation des nouveaux magistrats. Réponse. À ma connaissance, ils sont dans une phase qui leur permet de gagner du temps. J'ai l'impression qu'ils ont dégoupillé en désignant ces magistrats pour simplement reprendre la lecture de documents archivés. Je ne vois pas de mouvement procédural significatif. Ils ont peut-être conscience qu'il faudra lâcher quelque chose sur le volet financier, les trusts, les sociétés offshore. Mais ce qui me rend hystérique, c'est la façon dont on traite les crimes sexuels sur mineurs en France. Il n'y a rien de sérieux pour endiguer le fléau. On répond parfois au bout de 6 mois à un courrier légitime. Sans l'appui systématique des journalistes et la révélation des fichiers américains, ces 2 enquêtes cadres n'auraient jamais vu le jour. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la pression. Ah non, il ne faut pas les laisser faire. Vous avez, je rappelle, en lien sous la vidéo en description, la grande pétition nationale pour la commission d'enquête en France sur le volet français. Vraiment, je vous invite, ça prend 10 secondes à la signer et à la partager si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, autre élément très important, c'est le cas du diplomate Fabrice Hédan, français. Et là, très révélateur, sorti d'un article dans Le Point ce 16 mars. On apprend que Fabrice Hédan, on avait parlé sur cette chaîne, a été auditionné par l'OCLIF. Alors l'OCLIF, c'est l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières, c'est à Nanterre. Il a été auditionné le 27 février et que la veille, le 26 février, il y a eu perquisition à son domicile, donc à Neuilly-sur-Seine. Je cite Le Point, son ordinateur et son téléphone ont été saisis à cette occasion, ce qui paraît normal pour une perquisition. Mais ce qui est anormal, c'est que cette perquisition, vous avez noté, 26 février, c'est-à-dire presque 1 mois après la publication des mails où son nom apparaît tant et tant de fois, puisque sa publication, ça date du 30 janvier, 26 février, et en tout cas, perquisition 16 jours après le lancement contre lui par son ministre de tutelle Jean-Noël Barrot, donc c'était le 10 février, d'une procédure disciplinaire, et le même jour, Barrot avait saisi, au nom de l'article 40 du Code de procédure pénale, la justice contre Hédan, et la perquisition intervient plus de 2 semaines après, 16 jours plus tard. Or, ce monsieur apparaît énormément et très impliqué dans ces fichiers. Je cite un extrait du Point. La publication des dossiers Epstein a permis de révéler que Fabrice Hédan a échangé ou transféré plusieurs dizaines de courriels directs et parfois très familiers avec le milliardaire américain Epstein, retrouvé mort en 2019, etc., où il avait été incarcéré la même année après inculpation pour trafic de mineurs, crime qui lui faisait encourir la perpétuité. Par ailleurs, c'était pas un perdreau de l'année, ce monsieur Hédan, puisque il lui reprochait aussi la transmission d'informations confidentielles et diplomatiques éventuellement à Epstein. Et puis, il avait été exfiltré discrètement via le Canada en 2013. Il était alors en mission diplomatique aux Nations Unies pour la France. Il avait été exfiltré des États-Unis car le FBI avait alors signalé de possibles consultations de sites pédopornographiques. 2013.
Et déjà, il avait bénéficié manifestement d'une protection à l'époque, je cite un extrait du Point. Aucune procédure, ni judiciaire, ni disciplinaire, n'a alors, à l'époque, pourtant été ouverte en France. Placardisé au Quai d'Orsay et cantonné à Paris, Fabrice Hédan s'est vu confier la gestion des réseaux sociaux d'une des directions du ministère. Ok, mais enfin, il n'y a eu aucune procédure contre lui, et ni même judiciaire. Et là, on apprend que la perquisition chez lui a eu lieu 16, bon, 27 jours après la révélation des mails. Et oui, comme par hasard, la justice, la police met du temps, beaucoup de temps, une semaine pour perquisitionner. Évidemment, ça laisse le temps d'effacer toutes les preuves. On l'avait déjà vu ça, souvenez-vous, avec l'affaire Benalla, où ils avaient mis une semaine, bien sûr, pour retrouver le fameux coffre. Et bien sûr, le coffre était vide et toutes les preuves avaient évidemment disparu. On voit bien que la justice panique. Et on voit aussi que la justice est bien sûr de mèche avec le politique. Mais ne croyez pas que la justice protège la politique et que la politique protège la justice. Ils sont mêlés tous les deux, bien sûr, non seulement dans l'affaire de Epstein, mais dans les actes de pédophilie en France, on a 1000 exemples, 1000 histoires, 1000 affaires où la confusion des genres intervient. Souvenez-vous aussi de ce magistrat qui mettait sa fille de 13 ans à vendre sur Internet. Et en plus, je me rappelle qu'il avait pris de la prison avec sursis. Comme quoi, en France, vous pouvez vendre vos enfants sur Internet et repartir libre. Alors, pour quelle raison, bien sûr, notre chère justice que nous aimons tant, eh bien, ne met pas plus de moyens et n'est pas plus rapide, bien sûr, pour enquêter sur cette affaire. Ça ferait tâche parce que s'il y a un procès, il y a enquête. S'il y a enquête, on va forcément découvrir des choses. Donc, leur but, parce que l'affaire Jeffrey Epstein fait quand même beaucoup de bruit, il y a quand même, comme vous l'avez entendu, un diplomate français, un franco-israélien. Comme par hasard, certains vont me dire, ah, bah comme par hasard, c'est encore un franco-israélien. N'y voyez bien sûr aucun lien, mais quand même. Le but de la justice française, ça va être d'étouffer cette affaire. C'est pour ça qu'il faut continuer à appuyer et à relier. En plus, nous avons de nouveaux documents et de nouvelles révélations qui sont sorties depuis peu. J'attends bien sûr de les regrouper, de les vérifier avant de vous en parler. Mais au vu des premières choses dont j'ai pu lire, c'est d'une importance capitale car cela expliquerait tout ce qu'il se passe en ce moment et ça pourrait aussi rabattre toutes les cartes et ça pourrait tout simplement non seulement créer un séisme politique en France, mais mondial. En France, ce qu'il faudrait, c'est que les victimes parlent. Il faudrait que toutes les victimes qui ont connu de près l'affaire Jeffrey Epstein, toutes celles qui ont survécu, toutes celles qui ont subi, parlent. Il faudrait aussi qu'elles soient capables de se regrouper pour avoir beaucoup plus de force, car vous le savez, à partir en justice coûte cher, et à ce moment-là, bien sûr, il faudra les soutenir. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.